Eh bien, bonsoir à tous et bienvenue à l'Institut d'astrophysique de Paris. Bienvenue à toutes les personnes qui sont ici. Ça fait plaisir de voir notre amphithéâtre plein. Et puis, bienvenue à ceux qui nous suivent sur Internet, sur notre chaîne YouTube. Soit que vous soyez loin, soit que vous n'ayez plus trouvé de place parce que c'était complet ou que tout simplement vous préfériez rester chez vous. Donc, bienvenue pour cette conférence, la première de 2023. Donc, souhaitons-nous une bonne année 2023. Donc, ici à l'Institut d'astrophysique de Paris, une année riche en découvertes scientifiques, en prédictions scientifiques. Alors je parle des prédictions à dessein, puisqu'on c'était un peu dans l'actualité là, avec les vœux de notre président Macron qui doutait un peu qu'on puisse faire des prédictions fiables. Alors en effet, c'est pas facile de faire des prédictions. C'est peut-être plus ça qu'il avait en tête quand il a eu cette phrase un peu maladroite lors de ses vœux. Mais donc la science, en effet, ambitionne, a la prétention de faire des prédictions, notamment, c'est pas la seule prétention de la science, mais notamment ça. Alors c'est pas toujours facile en effet, mais il y a plein d'exemples, notamment l'exemple qu'on donne souvent, ce sont les éclipses. Les éclipses, ça fait des millénaires qu'on les observe, et puis pendant longtemps, on ne savait pas de quoi il s'agissait, on ne comprenait pas, on ne savait pas les prédire, et puis petit à petit, en les observant, les allers-retours entre les observations et la théorie, c'est comme ça que fonctionne la science, et on a de mieux en mieux compris comment ça fonctionnait, les relations entre la Terre, la Lune, le Soleil, la rotation de la Terre qui ralentissait, toute cette physique, qui nous permettent maintenant de faire des prédictions très fiables sur les éclipses, et si on dit qu'en avril prochain, il y aura une éclipse qui aura lieu au Timor oriental et en Australie, personne ne doute de ça, c'est vraiment une science qui est bien connue, on a une bonne connaissance de ça. Et c'est ça que cherche à faire la science. Et donc souhaitons-nous une année 2023 riche en augmentation de nos connaissances, telle qu'on le fait ici par exemple à l'IAP, et telle qu'on le fait aussi dans le cadre de ces conférences. Et donc pour augmenter nos connaissances, on va suivre en 2023 nos prochaines conférences. Le 7 février prochain, nous aurons Antonella Barucci de l'Observatoire de Paris qui nous présentera une conférence sur l'exploration des petits corps dans le système solaire avec des missions spatiales dont on avait déjà parlé il y a quelques années avec elle justement et qui nous présentera des résultats de ces missions. Donc cette conférence, les inscriptions seront à partir de demain matin sur notre site web pour venir les écouter ici en direct dans notre amphithéâtre. Le 7 mars, David Valls-Gabo de l'Observatoire de Paris de nouveau présentera une conférence avec quelques liens avec la conférence de ce soir qui sera intitulée donc le 7 mars, l'espace-temps déformé, une histoire des mirages gravitationnels. Et le 4 avril, notre collègue Pierre Guillard de l'IAP, de la maison ici, nous présentera une conférence qui sera liée au télescope James Webb. Il nous présentera des résultats obtenus avec ce télescope, notamment sur la formation des galaxies. Et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir notre collègue Irina Dvorkin. Donc Irina est née en Russie, a fait ses études en Israël, a travaillé par la suite en Allemagne, ici en France à l'IAP, ce qui illustre l'aspect international qu'a souvent la recherche scientifique. Et puis, donc aujourd'hui, tu es maître de conférence à Sorbonne Université et à l'Institut d'astrophysique de Paris. Donc à Sorbonne Université, tu enseignes en licence, en master, la physique, l'optique, la relativité, l'astrophysique, etc. à des étudiants. Et puis tes recherches, tu es spécialisé dans l'astrophysique des ondes gravitationnelles, donc tu étudies les systèmes d'objets massifs, des trous noirs binaires, des étoiles à neutrons binaires, leurs paramètres, leurs propriétés, comment ils se forment, comment ils créent des éléments, la synthèse d'éléments chimiques qui après sont diffusés dans le milieu interstellaire. Tu es fortement impliqué, donc toute cette physique qui est une révolution récente dont tu vas nous parler ce soir. Tu es fortement impliqué également dans les projets qui observent ces ondes gravitationnelles, LIGO, Virgo, et puis les projets à venir, Einstein, le télescope Einstein ou LISA. Et puis donc ce soir, tu nous présentes une conférence intitulée « Surfer sur l'espace-temps, les ondes gravitationnelles de la théorie aux découvertes ». Donc je te laisse la parole. À la fin, le public pourra intervenir, poser des questions, faire des commentaires. Également sur le chat pour les personnes qui nous suivent sur Internet, j'essaierai de retranscrire vos commentaires. Voilà, je t'en prie, Irina. Bonsoir. Est-ce qu'on m'entend? Tout est bien? Donc merci beaucoup Guillaume pour cette introduction. Merci beaucoup à vous d'être venu ce soir surfer avec nous sur l'espace-temps. Donc, comme Guillaume a dit, le métier des scientifiques, c'est de faire des prédictions avec leurs modèles. Et justement, on va parler ce soir sur des prédictions qui ont été faites et comment on a pu les vérifier. Donc, notre histoire commence le 14 septembre 2015 à 11h51 heure française, quand les scientifiques de la collaboration internationale LIGO-Virgo ont détecté un tout petit signal dans leur détecteur, à l'occurrence des détecteurs LIGO qui se situent aux États-Unis. Et après quelques mois de recherche, quand même pas énormément, quelques mois, ils ont bien confirmé que c'était le signal des ondes gravitationnelles qu'ils ont détectées.
Donc vous voyez, ça a mis quand même quelques mois avant d'être publié. Et c'était une découverte majeure, ça a été repris par la presse générale. Vous avez vu sans doute ces articles dans la presse, les ondes gravitationnelles, la plus importante découverte de notre temps, les ondes gravitationnelles détectées un siècle après avoir été prédites, etc. Vraiment une découverte qui révolutionne l'astronomie. Voilà. Et on va essayer de répondre ce soir à la question pourquoi c'est tellement révolutionnaire et qu'est-ce que c'est que les ondes gravitationnelles. Je veux juste déjà dire que depuis, on a détecté une centaine d'autres événements et maintenant, l'astronomie gravitationnelle fait partie de nos outils scientifiques. Donc, en fait, pour répondre à cette question, qu'est-ce que c'est que les ondes gravitationnelles? On va remonter un petit peu le temps jusqu'à... Bon, on va après remonter même un petit peu plus, jusqu'à Johannes Kepler et Isaac Newton. Et donc d'abord avec Kepler qui avait étudié le mouvement des planètes. En fait, lui, il s'est basé sur les mesures faites par un autre scientifique, Tycho Brahe, et il a déduit que les mouvements des planètes autour du Soleil étaient des ellipses. Donc les fameuses lois de Kepler. Donc là, j'ai mis un dessin plus moderne avec beaucoup plus de planètes que connaissait Kepler, évidemment. Mais en fait, donc, il a déduit cette loi, c'était une loi qu'on dit empirique, on ne savait pas pourquoi ils suivent des ellipses. Et donc c'était au XVIe siècle, bien après ça, donc au XVIIe siècle, Isaac Newton, comme d'autres scientifiques évidemment de son temps, s'est penché sur la question de savoir pourquoi les planètes ont des mouvements qu'on observe. Donc l'histoire nous dit qu'il s'était assis un beau jour sous un pommier et le pomme lui tombait dessus et donc il a dit pourquoi le pomme a tombé sur la terre, en fait pourquoi il n'est pas suspendu dans l'air ou je ne sais pas quoi. En fait il n'y a pas d'autant que je sache, il n'y a pas de vérification à cette histoire. Mais il a beaucoup réfléchi sur les lois de Kepler et sur les mesures qui ont été faites. Et il a déduit qu'il y a une force gravitationnelle qui existe entre les masses. En fait, ça, ce n'est pas du tout anodin. De nos jours, on dit, bon, il y a la gravitation. Mais en fait, ce n'est pas du tout... c'est pas anodin parce qu'il a postulé qu'il y a une force qui agit à distance entre toutes les masses, entre deux masses. Et cette force agit instantanément. Si on réfléchit bien, ce n'est pas du tout... clair pourquoi ça doit être comme ça, et effectivement on va voir qu'il y a il y a une théorie plus poussée, mais tous deux objets sont attirés par cette force, donc le pomme est attiré par la Terre, il y a deux forces qui agissent, donc le pomme tombe sur la Terre. Et avec cette loi, en fait, Newton a déduit aussi la forme exacte de la loi. Je ne vais pas l'écrire, j'ai évité des équations. Mais en gros, plus les masses sont grandes, plus la force est importante, et plus la distance est grande, plus la force est faible. Bon, ça c'est logique. Donc la force diminue avec le carré de la distance. Et avec cette loi, on peut expliquer en effet le mouvement des planètes qui sont des ellipses. Et donc Newton publie tout ça dans son livre au fin du XVIIe siècle. Ça a mis quand même beaucoup d'années pour vraiment vérifier cette loi dans la mesure où la loi comporte une constante qui s'appelle la constante universelle de la gravitation. Donc pour vraiment faire des prédictions exactes, il faut connaître, ou plutôt mesurer les masses des objets célestes. Et il faut connaître cette constante, mais ça a été extrêmement difficile de mesurer cette constante, ou en autre terme, ça a été difficile de mesurer la force gravitationnelle dans un laboratoire sur Terre parce que la force gravitationnelle est extrêmement faible. C'est la force la plus faible de toutes les quatre forces. Et donc c'était Henry Cavendish qui a mesuré cette force dans son labo, dans son jardin, bon, pas dans son jardin, mais dans son atelier, plutôt, et ça a mis quand même plus de 100 ans de mesurer la constante gravitationnelle. Donc, la loi a été vérifiée, donc on connaît la loi, et dès lors, on peut dire qu'on connaît la gravitation. On sait ce que c'est, on peut tout calculer, on peut calculer les orbites des planètes, de toutes les planètes, et ça marche très bien, et donc on explique tout. Et donc tout allait pour le mieux jusqu'au
le 19e siècle, où l'astronome français Leverrier découvre un désaccord entre l'orbite de la planète Mercure et les prédictions des Newton, enfin qui découlent des lois de Newton. Donc vous connaissez peut-être le nom de Leverrier, parce que ce Leverrier est célèbre parce qu'il a découvert la planète Neptune en regardant justement l'orbite de la planète Uranus. Donc la planète Uranus a eu aussi, donc l'orbite ne correspondait pas aux prédictions théoriques, et donc Leverrier a postulé qu'il existe une autre planète, donc Neptune, qui perturbe l'orbite d'Uranus. Et cette découverte est célèbre, comme François Arago dit que Leverrier a découvert la planète au bout de sa plume, lui a valu de la célébrité totale. Il est devenu le directeur de l'Observatoire de Paris, et donc un astronome très connu. Et en 1859, il découvre un autre désaccord entre les prédictions de la théorie et l'orbite mesurée de Mercure. En quoi ça consiste? Je vais vous montrer. Donc, en fait, c'est pas exact, ça ne montre pas Mercure, ça montre un système similaire, disons. Okay. Mais admettons que le Soleil se trouve ici, ou le point noir, et l'orbite lumineuse, ça, c'est l'orbite de Mercure. Imaginons ça. Et donc, on s'attend à ce que Mercure suit une orbite elliptique fermée. Ça, c'est ce qui est prédit par les lois de Kepler et confirmé par les calculs faits à partir de la loi de Newton. Sauf que on voit que l'orbite, ça va être inquiétant, l'orbite, en fait, elle n'est pas exactement fermée. Et à la fin du cycle, la planète n'arrive pas aux mêmes positions où elle était avant, mais elle le dépasse un petit peu. Donc ça s'appelle l'avance de la périhélie de Mercure. Et cette avance totale, en fait, elle est très importante. Ça fait 574 secondes d'arc par siècle. Donc en fait, ça va prendre plus de 2000 siècles pour faire le tour total, ou une rosace totale, si vous voulez. Et la grande partie de cette avance peut être expliquée par les effets des autres planètes. En fait, il faut prendre en compte non seulement le Soleil, donc on donne cette simulation, mais aussi toutes les autres planètes qui perturbent l'orbite de Mercure. Quand même, si on prend en compte toutes les planètes, il reste 43 secondes d'arc par siècle non expliquées. Ça peut paraître petit, mais quand même, si on arrive à quelque chose qui ne correspond pas à nos théories, il y a peut-être un truc. Et donc, Leverrier, fort de sa réussite avec Neptune, dit il y a une autre planète. Il y a même un homme, un volcan, mais les mesures, on n'arrive pas à observer cette planète. Et il y avait d'autres propositions sur la forme, peut-être aplatie du Soleil, etc. Mais on n'arrive pas à expliquer ces 43 secondes d'arc par siècle. Donc, du coup, est-ce que la loi de Newton marche? Est-ce qu'il y a une correction de la loi de Newton? Qu'est-ce qui se passe? Et la réponse a été donnée bien plus tard, à 1915, par Albert Einstein, avec sa théorie de la relativité générale. Bon, là, on arrive au cœur de notre histoire. En fait, ça s'appelle la relativité générale parce qu'Einstein a déjà proposé la relativité restreinte. Donc, on ne va pas revenir vraiment sur ça, mais dans le cadre de la relativité restreinte, rien ne peut se propager plus vite que la lumière. La vitesse de la lumière, c'est la vitesse limite pour tous les processus, tous les corps, tout ce qui arrive. Mais vous vous souvenez que dans les lois de Newton, on a dit que la force gravitationnelle s'agit instantanément. Donc, du coup, plus vite que la lumière, ça peut arriver instantanément. Et il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, ce n'est pas cohérent avec la réalité restreinte. Et ça a poussé Einstein de développer une nouvelle théorie de la gravité, très révolutionnaire, parce qu'il dit que la force gravitationnelle n'existait pas. Il n'y a pas de force gravitationnelle, parce que rien ne peut agir plus instantanément. Mais pourquoi on voit quand même, pourquoi la pomme tombe sur la Terre, quand même, on voit la pomme tomber. On voit les planètes faire leur chemin.
Alors, ce n'est pas du tout la force, mais c'est l'espace lui-même qui fait que les objets bougent selon les trajectoires qu'on observe. En fait, il a postulé que les planètes et tous les corps célestes ou pas suivent toujours les chemins les plus courts dans l'espace. Donc, on va tout à l'heure discuter de ça. Les chemins les plus courts, bon, je veux déjà vous révéler, mais vous savez tous que le chemin le plus court, c'est toujours la ligne droite, n'est-ce pas? Donc, la question, pourquoi on a des planètes qui tournent comme ça? Bon. Et donc, la réponse donnée par Einstein, c'est que l'espace est courbé par la présence du Soleil. Bon. Donc, maintenant, on va maintenant un petit peu discuter de comment mesurer les distances et pourquoi la distance la plus courte, ce n'est pas la ligne droite dans la relativité générale. Donc, admettons qu'on a deux points, le point bleu, le point rouge, et on va mesurer la distance entre ces deux points. Bon, évidemment, on peut prendre une règle et mesurer la distance. Bon. Mais admettons qu'on a aussi une grille des coordonnées, comme dans une carte, si vous avez une carte routière, n'importe quelle carte, et vous mesurez les coordonnées de ces deux points. Si vous connaissez les coordonnées de ces deux points, et vous connaissez les différences des coordonnées dans un axe et dans un autre axe, vous pouvez tout de suite calculer la distance L en sachant quelle est la différence des coordonnées A et la différence des coordonnées B. Ça, c'est donné par le théorème de Pythagore. Bon. Ça, c'est une représentation des Pythagore faite sur le portail royal de la cathédrale de Chartres. Où d'ailleurs, en fait, apparemment, il ne fait pas de dessin, mais il joue un instrument de musique, c'est que j'ai lu sur cette représentation. Et donc, le théorème de Pythagore, qui a été proposé selon certaines sources, mais bien avant Pythagore, mais dans la Mésopotamie antique, dans l'Irak actuel. La longueur L qu'on recherche, donc cette distance-là, c'est simplement la somme des carrés, donc A au carré plus B au carré. Ça, c'est le théorème de Pythagore qu'on connaît tous. Et à partir de ce théorème, on peut montrer que le chemin le plus court entre les deux points est toujours une ligne droite. Ça peut être prouvé directement à partir de la théorème de Pythagore. Et ça fait partie de la géométrie qu'on connaît, géométrie euclidienne qui a été développée entre autres par Euclide, un autre scientifique grec. Et donc, on peut calculer nos distances autour de nous. Ça marche très, très bien dans la vie courante. Mais vous allez me dire, mais ça ne marche pas toujours. Par exemple, si je veux aller de Paris à New York, j'ouvre une carte et je vois que la distance la plus courte, du coup, la distance que va prendre mon avion, ce n'est pas du tout une ligne droite, c'est cette ligne noire. Pourquoi ce n'est pas du tout la ligne grise? Et pourquoi c'est pas la ligne droite, ce n'est pas la ligne la plus courte? C'est évident, vous allez me dire, parce qu'on n'est pas sur une surface plate, on est sur la surface d'une sphère. Bon, admettons qu'on est très très proche d'une sphère. Donc, si on veut calculer la distance entre ces deux points, il faut prendre en compte la courbure de la sphère, de la Terre. Et si on veut en fait représenter quand même la surface de la Terre en deux dimensions, ce qu'on fait tous les jours, il faut que cette grille soit un petit peu courbée. Ça, c'est une représentation qu'on fait tout le temps. Mais on garde à l'esprit que le chemin le plus court, ce n'est pas une ligne droite. Par exemple, là j'essaie de représenter Paris et New York, et là, c'est le chemin le plus court. Mais admettons, entre ces points-là et ces points-là, le chemin le plus court, c'est cette bout de ligne-là qui n'est pas du tout droite. Mais là, vous allez me dire, bon, d'accord, la surface est courbée parce qu'on a pris une surface deux-dimensionnelle, on a mis sur la surface d'une sphère. Donc, évidemment, ce n'est pas plat, c'est courbé par définition. Bon, déjà, on peut dire quand même que donc, le théorème de Pythagore ne marche pas à tous les coups. On peut même avoir des régions dans mon espace, dans mon surface, qui admettent le théorème de Pythagore, comme ici, et d'autres où le théorème de Pythagore ne marche pas. Ben là j'ai courbé les grilles, bon, je l'ai fait à la main, je le mets, pour juste représenter une surface qui est courbée. Bon, en fait,
en fait, le théorème de Pythagore, c'est pas ce qu'il ne marche pas, il est modifié. Et on peut calculer cette longueur L quand même en fonction des longueurs A et B. Il faut juste ajouter des facteurs correcteurs. En fait, ce n'est pas égal à A plus A au carré plus B au carré, c'est égal à A au carré fois quelque chose plus B au carré fois quelque chose. Et ces quelque chose représentent ou dépendent de la courbure de mon espace ou de mon surface. Et on sait comment le faire pour des surfaces au moins simples. Et donc la ligne droite n'est plus le chemin le plus court. Et ça fait partie d'une autre géométrie qui s'appelle géométrie non euclidienne, qui a été développée assez tardivement, bien plus tard que la géométrie d'Euclide. Mais les gens se sont posé des questions, quelle est la géométrie sur la surface d'une sphère ou d'autres formes géométriques. On peut évidemment étendre tout ça aux 3 dimensions. Là, je vous raconte des histoires sur les surfaces dans 2 dimensions qu'on met dans un espace de 3 dimensions. On peut aussi bien imaginer des espaces 3-dimensionnels courbés. C'est juste très difficile de les représenter. Mais ce n'est pas pour autant impossible. Et c'est développé par beaucoup de scientifiques. Donc les pères fondateurs sont considérés normalement comme ces 3 scientifiques-là. Mais évidemment, beaucoup d'autres scientifiques ont travaillé depuis sur cette question. Donc c'est Lobachevsky, Bollé et Riemann. Et donc parfois on dit géométrie riemannienne. D'abord, Riemann il est mort très très jeune, mais il a beaucoup fait. Il a juste fondé toute cette géométrie non euclidienne qui a beaucoup contribué à la relativité générale. Et donc, qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous apprend que les surfaces et les espaces peuvent être courbés. Mais dans ces cas-là que je vous raconte, la courbure vient du fait que j'ai pris une surface et je l'ai mis sur des formes 3-dimensionnelles bizarres. Mais est-ce qu'une surface ou un espace peut être courbé juste par d'autres moyens? Et en fait, c'est ce que j'ai essayé de représenter ici, un espace courbé. C'est-à-dire que, ici, je vais représenter une partie d'une grille 3-dimensionnelle. Donc à gauche, une partie de grille 3-dimensionnelle normale, donc imaginez juste les 3 coordonnées dans l'espace, où le théorème de Pythagore s'applique tel quel. Dans le cadre de la relativité générale, cette grille peut être déformée. Et pourquoi elle peut être déformée? Elle peut être déformée en fonction des masses qui sont dans mon espace. Elle peut être déformée, donc j'ai essayé de représenter ces déformations à droite, c'est-à-dire que dans un espace courbé, le théorème de Pythagore ne s'applique pas, mais encore une fois, il y a des corrections qui sont connues, qui sont données par la solution des équations de la relativité générale. Donc encore une fois, il y a juste que donc ça veut dire que les distances entre des objets changent sans que les objets soient en mouvement, simplement parce qu'il y a une courbure de l'espace. Donc, il change par rapport au cas sans masse. Il y a un autre aspect de la relativité générale, c'est que l'espace et le temps forment un continuum à 4 dimensions. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'espace et le temps dépendent l'un de l'autre. Dans le cadre de la physique, disons, classique, le temps s'écoule à lui-même. Et l'espace, l'espace évolue, en fait, l'espace n'évolue pas dans la physique newtonienne. Mais on peut synchroniser toutes les horloges partout dans l'espace. Si il y a, là je parle pendant déjà 20 minutes, donc il y a 20 minutes qui se sont écoulées, du coup dans vos montres, 20 minutes se sont écoulées également. Et dans les montres de quelqu'un à New York également, même s'il ne m'écoute pas. Mais ça okay. Par contre, dans le cas de la relativité générale, l'écoulement du temps est lié à l'espace. C'est-à-dire que les montres ne sont pas synchronisées. On ne peut pas synchroniser toutes les horloges. Ici, je commence avec les horloges synchronisées. Au bout d'un moment, les horloges montrent des temps différents. Rien qu'à cause des
des masses qui trouvent dans mon espace, et donc les interactions entre les mesures d'espace et les mesures de temps. Je ne vais pas plus parler de temps que ça, mais juste pour vous dire que cette mesure, donc la modification, disons, du théorème de Pythagore, en fait, dans le cadre de la relativité générale, il y a un autre terme qui s'ajoute, qui dépend du temps, et tout ça s'appelle la métrique. Donc la métrique de l'espace est modifiée à cause des masses qui agissent dans cet espace. Bon, là, c'est une petite représentation qui montre cette grille trois-dimensionnelle déformée par la présence de cette masse blanche qui est en mouvement au milieu de cette grille. Et donc, s'il y a si je veux mesurer des distances sur cette grille, les distances vont être modifiées à cause de cette masse. Il y a une phrase très célèbre qui a été dite par John Archibald Wheeler, qui est un scientifique américain qui a aussi beaucoup travaillé sur la relativité générale, qui dit « Les masses indiquent à l'espace-temps comment il doit se courber, et l'espace-temps indique aux masses comment elles doivent se déplacer. » Donc ça, déjà, vous indique que les équations qu'il faut résoudre sont extrêmement compliquées, parce que ce sont des équations couplées. En fait, l'espace, effectivement, il faut prendre en compte quelle est la courbure de l'espace-temps en fonction des masses, mais après, les masses bougent. Pourquoi elles bougent? Parce que l'espace-temps est courbé. Donc, voilà, c'est vraiment très compliqué, mais faisable dans certains cas. Et donc, dans cette représentation ici, je montre le cas donc grille dans le vide, donc il n'y a pas de masse. Et la courbure de cette grille des coordonnées due, par exemple, au Soleil. Donc ça cause une certaine courbure. Si je mets une masse exactement pareille comme le Soleil, mais beaucoup plus compacte, donc beaucoup plus petite, comme une étoile à neutrons a une masse comme un soleil et demi environ, mais on a un rayon de 10 km. Du coup, la courbure de l'espace-temps qui est causée par mon étoile à neutrons sera beaucoup plus importante, parce que l'objet est beaucoup plus compact. Donc, on a la même masse, mais beaucoup plus compact. Alors qu'un trou noir, encore plus compact, va causer une courbure encore plus grande. Donc, ce sont ces objets-là auxquels on s'intéresse. Étoiles à neutrons, trou noir, tout ça. Et donc, comment ça va nous expliquer les observations qu'on a. Avec Newton, on a dit qu'il y a une force entre la planète et le Soleil, et c'est pour ça que la planète tourne autour du Soleil, alors que dans le cas de la relativité générale, c'est l'espace lui-même qui est courbé d'une telle manière que la ligne la plus courte, le chemin le plus court, c'est l'orbite de la planète autour du Soleil. C'est la grille elle-même qui est changée et qui force la planète de faire ce chemin. Donc ça explique bien les observations. Ça explique aussi l'avance de la périélite de Mercure. Je ne vous montre pas comment, c'est un petit peu technique, mais la théorie a été conçue du coup, pour expliquer ces phénomènes-là. Mais en fait, ce qui nous intéresse, c'est de faire des prédictions. La théorie, elle ne vaut rien s'il ne peut pas faire des prédictions. Et donc, la théorie d'Einstein a prédit qu'il y a aussi une courbure des rayons lumineux. Qu'est-ce que ça veut dire? Admettons que je suis un observateur ici et j'observe une étoile lointaine, mais qui est un peu sur la même ligne que le Soleil. Donc du coup, la lumière, elle aussi, va être courbée parce que l'espace lui-même est courbé, donc la lumière va aussi suivre le chemin le plus court, va être courbé. Mais moi, je veux observer l'étoile là-bas, je veux continuer cette ligne mentalement, je veux penser que l'étoile est par là alors qu'elle est en fait par là. Bon, j'ai présenté ça sur le dessin, en fait. Donc, la position apparente va être différente de la vraie position de cette étoile. C'est une petite correction, mais ça a été mesuré par Arthur Eddington. Et en fait, il y avait 2 expéditions qui étaient lancées pour mesurer cet effet. C'était très difficile. Mais c'était mesuré lors d'une éclipse solaire à 1919. Pardon. Et donc la théorie d'Einstein a été confirmée 4 ans après avoir été proposée, donc vraiment très très vite. Donc tout va bien.
C'était une proposition. Ça a rendu Einstein énormément, vraiment très très célèbre, toute cette histoire-là, avec la confirmation quasi immédiate de sa théorie. Et l'année d'après, donc c'est-à-dire en 1916, Einstein a fait une autre proposition à partir de sa théorie sur l'existence des ondes gravitationnelles. Alors, qu'est-ce que c'est les ondes gravitationnelles? Donc, on vous a dit que l'espace était courbé, mais si je mets le Soleil, ça courbe mon espace. Bon, mais ça reste statique. L'espace est courbé par rapport au cas où le Soleil n'existait pas. Bon, mais ça reste tout le temps la même. Les ondes gravitationnelles, c'est une perturbation de l'espace-temps qui se propage dans cet espace-temps, du coup. Donc là, je vous mets cette grille, et vous voyez qu'il y a une perturbation de cette grille périodique. Et cette onde qu'on voit, qu'est-ce que c'est une onde? C'est une perturbation de quelque chose. C'est une perturbation des mesures de l'espace-temps. Donc si je mets deux observateurs, par exemple ici et ici, la distance entre les deux va changer au cours du temps, de manière périodique, sans que les deux observateurs aient changé leur position. Ils restent sur place. Par exemple, moi, je reste ici. Je vais mesurer la position entre Guillaume et moi. S'il y a une onde gravitationnelle qui passe, la distance va changer sans qu'on ne fait rien du tout. Ça, c'est une onde gravitationnelle qui était prédite donc ce phénomène a été prédit par Einstein, mais en fait, ça a mis plusieurs années, même dizaines d'années, de s'assurer que ça existe. La théorie était extrêmement complexe et Einstein lui-même est revenu sur ses prédictions. Il a dit peut-être que ça n'existait pas, si ça existe quand même. En fait, il y a une anecdote célèbre sur Arthur Eddington, quand un journaliste lui a demandé vous savez, M. Eddington, la théorie de la relativité générale est tellement complexe, on dit qu'il n'y a que 3 personnes dans le monde qui la comprennent. Il dit, ah non, mais ça ne peut pas être vrai, il y a Einstein, il y a moi, il y a qui le troisième? Et donc, juste pour vous montrer qu'effectivement, il y avait assez peu de scientifiques même qui travaillaient sur cette question. Finalement, on était plus ou moins sûr que ça existe, mais alors, comment mesurer les ondes gravitationnelles? Cette perturbation ici, que je montre ici, bon, ça c'est juste un dessin, quoi, mais en vrai, c'est infime, c'est hyper difficile de mesurer, et ça a mis encore plusieurs décennies de les mesurer. Et la première indice un petit peu indirect a été donné dans les années 70, même 80, quand les scientifiques américains Hulse et Taylor ont découvert le pulsar binaire. Alors, qu'est-ce que c'est le pulsar binaire? Ils ont en fait découvert une source qui émet des signaux radio périodiques. Et ce n'était pas la première fois qu'ils ont découvert ça. Ça s'appelle un pulsar. C'est une étoile à neutrons magnétisée dont l'axe magnétique ne s'aligne pas avec l'axe de rotation. Pour ces causes-là, il émet des signaux radio périodiques. Mais cette source-là a émis des sources périodiques, mais dont la période a changé d'une façon spéciale. Et ils ont déduit qu'en fait, il y a deux étoiles de neutrons qu'ils ont découvert. Il y a 2 étoiles de neutrons qui tournent l'un autour de l'autre. Mais, donc ils se commencent ça à 1974, et 5 ans après ça, ou 6, ils ont vu qu'en fait, la distance entre les 2 pulsars se diminue très, très légèrement. Il s'est dit, ah bien, tiens, c'est exactement ce qu'Einstein nous a prédit. Pourquoi? Parce que quand vous avez deux étoiles de neutrons qui tournent l'une autour de l'autre, dans la physique newtonienne, ça peut rester comme ça pour l'éternité. Dans la théorie d'Einstein, ils émettent des ondes gravitationnelles. Les ondes gravitationnelles, comme toutes les autres ondes, portent de l'énergie. Et du coup, le système perd de l'énergie et les étoiles tombent l'un sur l'autre, très très lentement, mais tombent l'un sur l'autre. Donc leur distance se diminue. Et la distance a diminué d'une façon exacte, comme a été prédit par la théorie d'Einstein. Donc c'est le pulsar binaire célèbre de Hulse et Taylor. Et ça n'a pas été quand même une observation directe d'ondes gravitationnelles, mais on était quand même plus ou moins sûr que les ondes gravitationnelles existent. Et les scientifiques s'est mis à penser aux moyens de mesurer directement les ondes gravitationnelles. Ça veut dire de mesurer la déformation de l'espace-temps.
comment on peut faire ça? Bon, là, je vais vous faire une proposition simple. Admettons que je suis une observatrice ici, et je veux mesurer la distance entre ces deux points, comme toujours. Donc, je mets une source de lumière, une lampe chez moi, et je mets un miroir dans l'autre bout du chemin. Et je regarde combien de temps ça met au rayon lumineux d'aller vers le miroir et de revenir. Donc là, tout va bien. Et maintenant, admettons qu'il y a un onde gravitationnelle qui passe. Du coup, les chemins sont perturbés et ça va mettre notre quantité de temps pour revenir jusqu'à moi. Bon, ce n'est pas exactement ce qu'on fait, mais bon, un petit peu. Là, je vous montre le chemin du détecteur LIGO aux États-Unis qui a fait cette découverte non gravitationnelle que je mentionnais au tout début de cet exposé. Il y a deux bras, c'est un interféromètre, c'est-à-dire j'envoie un faisceau laser ici. Il est divisé en deux parties qui partent dans deux bras d'interféromètre, chaque bras d'une longueur de 4 km, jusqu'à des miroirs. Ils reviennent, ils sont combinés et redirigés vers un capteur. Et qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me dire si la longueur de ces bras est différente de la longueur de ces bras-là. Si la longueur est différente, ça me dit qu'il y avait un onde gravitationnelle qui s'est passé. S'ils sont exactement les mêmes, bon, il n'y avait rien. Et ça, c'est une photo du vrai interféromètre, pour le coup, celui Virgo, qui se situe en Italie. La longueur des bras sont de 3 km. Et comme il m'a mentionné, je suis membre de la collaboration LIGO-Virgo qui mesure ces ondes gravitationnelles. L'amplitude de ce signal, elle est extrêmement faible. Là, sur la longueur des bras de quelques kilomètres, le changement de cette longueur des bras dû aux perturbations de l'espace-temps, c'est 0,1% d'un rayon d'un proton. Et pourtant, on peut le mesurer. Donc là, ce que je vous montre ici, cette perturbation, en fait, relative à la longueur du bras, c'est pas énorme. Donc c'est l'instrument le plus sensible au monde, l'interféromètre le plus sensible au monde. Et là, on peut revenir sur la découverte de 2015. Ce dessin, enfin, ce n'est pas un dessin, mais c'est le signal qui était publié, ça, je dirais directement de l'article de découverte. Ça montre le signal, qu'est-ce que ça nous dit? Ça montre quand la différence de longueur de bras est maximale, et là, elle est minimale. Et comme on a dit qu'on a une onde, bon, je reviens vers ce slide. Vous voyez que, par exemple, si je mesure cette longueur-là, là, je suis au minimum, et après, ça augmente, et là, je suis au maximum, et après, ça diminue, etc. Et c'est exactement ce qu'il mesure, c'est un maximum, minimum, maximum, minimum. Et ça correspond aux différentes phases de cette fusion des deux trous noirs. Bon, là, je vous dévoile aussi qu'est-ce que c'était. C'était deux trous noirs, pas des étoiles neutrons, mais deux trous noirs qui s'est fusionnés. Et quand ils sont encore loin l'un de l'autre, bon, ça va lentement. J'ai mon onde de maison gravitationnelle ici. Mais quand ils tombent l'un sur l'autre, la distance diminue. Et la fréquence des ondes gravitationnelles augmente, parce qu'il se trouve que la fréquence des ondes gravitationnelles pour ces systèmes, c'est exactement 2 fois la fréquence orbitale. Donc la fréquence orbitale augmente et la fréquence des ondes gravitationnelles aussi, jusqu'à la fusion. Et donc ils sont fusionnés et ils forment un autre trou noir plus grand. Et donc ça a été la première preuve directe de l'existence des trous noirs. Donc ça a été une confirmation de la théorie d'Einstein sur plusieurs niveaux. Déjà l'existence des trous noirs, l'existence d'ondes gravitationnelles. Et on peut aussi mesurer avec ce signal-là les masses individuelles des deux trous noirs qui ont fusionné et la masse totale du trou noir qui s'est formé après. Si vous faites la somme, vous pouvez remarquer que la somme des deux ne fait pas des 36 masses solaires et 29 masses solaires, ne fait pas 62. Et c'est parce que
il y avait une énergie perdue dans ces processus. Il y avait une énergie portée par les ondes gravitationnelles, justement. Donc, si on suit notre cours d'histoire, on arrive donc en 2015 à la découverte d'ondes gravitationnelles qui ont confirmé la prédiction faite par Einstein à 1916, donc presque 100 ans après que la prédiction a été faite. Et maintenant qu'on a ces magnifiques utiles, on peut observer l'univers à travers les ondes gravitationnelles. On va parler un petit peu sur qu'est-ce qu'on a découvert avec les ondes gravitationnelles. D'abord, je vais vous montrer aussi une petite vidéo. Dans cette vidéo, on voit les deux trous noirs, qui sont en train de fusionner. Leur couleur montre la courbure de l'espace. C'est une représentation, plus c'est rouge, plus l'espace est courbé. Et vous voyez que, d'abord, chacun, évidemment, couvre l'espace autour de lui, mais il s'approche petit à petit. Et en bas, vous voyez aussi le signal en ondes gravitationnelles qui est émis. C'est une simulation, vraie simulation scientifique qui était faite avec les données de la toute première détection en ondes gravitationnelles. Ce sont ces genres de simulations qui sont utilisées pour analyser les données qu'on a. Et là, on arrive tout près, ça, vous voyez vraiment tout juste avant la coalescence, la fusion. On ralentit. Donc là, la perturbation de l'espace-temps elle est maximale. Et là, on a un trou noir qui n'est encore pas dans son état normal, il est encore en vibration. Et là, voilà, tout est fini. On forme un trou noir un peu plus grand. Et il y a les ondes gravitationnelles qui se propagent dans l'univers. Et après un certain moment, ils vont arriver jusqu'à nous. Donc, qu'est-ce qu'on va apprendre avec tout ça? D'abord, toutes ces fusions des trous noirs, on ne peut pas les avoir autrement qu'à travers les ondes gravitationnelles. Parce que du coup, les trous noirs sont noirs parce qu'ils n'émettent pas de lumière, comme vous savez bien. Et donc, c'est le seul moyen de voir ces objets. Pourtant, ce sont des objets extrêmement intéressants. Parce que les trous noirs de ce type-là, donc des quelques dizaines de masses solaires, sont la dernière étape de vie des étoiles massives, des étoiles beaucoup plus massives que le Soleil, mais quand même les étoiles donc massives. Et on peut apprendre à partir de ces observations comment ces étoiles vivent leur vie, où est-ce qu'ils étaient formés, quelle était leur composition même. Donc là, je vous montre les résultats de la toute première campagne d'observation de l'expérience LIGO. Là, je ne sais pas si vous voulez, oui. Donc en masse solaire. Donc ce que ça montre, c'est chaque fois les deux trous noirs qui se sont fusionnés et donc le trou noir final. Donc en fait, dans la première campagne observationnelle, ça c'était la toute première découverte et on a eu une autre découverte. Et on voit déjà que ces objets sont beaucoup plus massifs que ceux qu'on voyait indirectement dans notre galaxie. Là, je vous ai dit qu'on ne peut pas observer les trous noirs. En fait, on ne peut pas les observer directement, mais si le trou noir est un couple avec une autre étoile normale, on voit un signal parce qu'il y a les matières qui tombent sur le trou noir, et donc on voit un signal en rayon X. Donc indirectement, on peut quand même déduire les masses des trous noirs, de certains trous noirs dans notre galaxie, qui sont beaucoup plus faibles que ceux qu'on détecte avec les ondes gravitationnelles. Mais déjà, avec la deuxième campagne observationnelle, on a vu encore quelques autres systèmes. Entre-temps, on continue d'améliorer le système. La sensibilité augmente, on peut voir de plus en plus loin. Et donc, pour la troisième campagne observationnelle, la première phase, on a vu tous ces systèmes bleus. Et pour la troisième, voilà, ça montre l'ensemble des détections faites à ce jour avec les ondes gravitationnelles. Donc, on a 90 systèmes de fusion des trous noirs. On a 2 fusions des étoiles à neutrons et 2 couples mixtes, étoiles à neutrons, trous noirs, qui se sont coalescés. Et d'abord, on n'est pas sûr qu'est-ce qui est arrivé. Est-ce que le produit final, c'est un trou noir ou une étoile à neutrons? Parce que c'est difficile à observer dans ces dernières phases.
Donc maintenant, donc on a fait beaucoup de travail pour détecter ces sources, et maintenant commence le travail d'interprétation. Donc c'est plutôt dans cette phase-là que moi j'interviens avec mes collègues à l'IAP, évidemment partout dans le monde, mais nous étudions donc cette population extrêmement intéressante, riche et pleine des surprises. Donc la première surprise, pas la première chronologiquement, mais une surprise a été de découvrir des trous noirs d'une masse très importante, c'est-à-dire de 60-70 masses solaires. Déjà en masse solaire, c'est beaucoup. Ces 70 masses solaires, c'est pas rien. Mais bon, c'est pas pour autant que c'est surprenant. C'est surprenant parce que nos théories d'évolution des étoiles massives nous ont dit que les étoiles aussi massives que ça, ils ne vont pas tomber dans un trou noir. Ils vont juste exploser complètement sans laisser des traces. Et donc, on pensait que en fait, la masse maximale, c'était autour de peut-être 50 masses solaires. Bon, déjà, c'était importante, mais bon. Et en fait, on a découvert des trous noirs beaucoup plus massifs que ça. Et ça, c'est une question ouverte à ce jour. On ne sait pas comment ils se forment. Est-ce qu'ils se forment, par exemple, à partir des fusions successives d'autres trous noirs? Par exemple, on a un couple qui fusionne, et après, le produit fusionne avec un autre produit de fusion. Ça peut, par exemple, c'est une théorie qui est populaire parce qu'elle peut expliquer ses observations, il a ses qualités, ses défauts. Il y a d'autres théories qui disent que ces trous noirs forment dans des disques gazeux autour des trous noirs géants. Donc ces disques gazeux, et les trous noirs accrètent de la matière et donc sont plus massifs. Une autre surprise a été, bon, pas surprise, mais une autre découverte vraiment majeure était la toute première découverte des fusions des deux étoiles à neutrons. Et là, je veux revenir là-dessus. Ça s'est arrivé le 17 août 2017, quand on a détecté la fusion des deux étoiles à neutrons dans les détecteurs. Mais, donc, la fusion, mais pas que. On a détecté un signal dans les détecteurs à non gravitationnels, mais aussi un signal dans vraiment plein de détecteurs électromagnétiques, c'est-à-dire des télescopes traditionnels, entre guillemets. On a découvert un signal en infrarouge, en optique, en rayon X, en rayon gamma, vraiment à travers le spectre électromagnétique. Donc, ces systèmes a émis des signaux, mais vraiment énormément de signaux. C'était d'ailleurs l'événement astrophysique le plus suivi au monde, je crois. Parce que ça a offert énormément des données aux astrophysiciens. Et pourquoi, en fait, il y avait tant de données? Les deux trous noirs, quand ils fusionnent, ils n'émettent pas de signal électromagnétique, pas de lumière. Mais les étoiles à neutrons, en fait, il y a de la matière qui est déformée juste avant la coalescence. Et cette matière émet de la lumière. Et donc crée un jet relativiste qui crée un sursaut gamma. En plus, la matière très très dense et très riche en neutrons de ces étoiles à neutrons est réchauffée et crée des éléments lourds. Et des éléments lourds, ça veut dire tous ces éléments-là en violet sont créés pendant les coalescences des étoiles à neutrons, au moins en partie pour ces temps et uniquement dans ces événements-là pour d'autres. Ces éléments, bon, il y a des éléments encore plus lourds qui sont créés, qui après font de la décroissance radioactive et émettent de la lumière. Et c'est cette lumière-là qui est détectée. Donc, juste pour revenir ici, cet événement-là a permis aussi de comparer la vitesse des ondes gravitationnelles avec la vitesse de la lumière, parce qu'on a détecté les deux. Et on a vu qu'ils étaient les mêmes, bon, avec une barre d'erreur, mais c'était une preuve, la preuve la plus contraignante à ce jour sur la vitesse des ondes gravitationnelles. Bon, il y avait juste un seul événement comme ça, et ça a donné donc ce qu'on dit l'astronomie à plusieurs messagers. Donc messager, c'est
un signal qui parvient jusqu'à nous pour nous apprendre sur ces sources. Donc on a eu l'onde gravitationnelle et la lumière. En fait, on a eu d'autres messagers comme les neutrinos et les rayons cosmiques, mais bon, pour ces cas-là, on ne les a pas détectés. D'autres surprises, donc il y avait une autre fusion des étoiles et neutrons, cette fois-là sans contrepartie électromagnétique, donc sans lumière, mais cette couple-là était la plus lourde qu'on connaît. Voilà, si on compare au couple des étoiles et neutrons dans notre galaxie, celle-là est bien plus lourde. Donc on se pose la question, est-ce qu'elle a été formée autrement que les systèmes qu'on connaît? Donc là, je peux vous parler d'autres sources d'ondes gravitationnelles, mais juste en fait de les mentionner. Donc on a parlé des fusions des trous noirs et des étoiles et neutrons, mais ce sont les seules deux sources qu'on a détectées à ce jour, mais on s'attend à ce qu'il y ait d'autres sources encore. Et on veut les voir avec nos détecteurs, y compris sont en cours de développement. Par exemple, les étoiles et neutrons, juste seuls à eux-mêmes, sont en rotation. S'il y a une petite déformation sur l'étoile et neutrons, ça va émettre aussi les ondes gravitationnelles. Cette fois-ci, ça ne va pas être un signal transient, donc très très court comme pour les fusions des étoiles et neutrons des trous noirs, mais un signal continu qui sera là tout le temps. Et donc, on peut espérer l'observer pendant plusieurs années et peut-être donc détecter cette source. Ça va nous apprendre sur la composition des étoiles et neutrons, sur l'équation d'état, donc de la matière extrêmement dense. Les supernovae, donc les explosions d'étoiles massives, vont elles aussi émettre des ondes gravitationnelles. Pour l'instant, encore, on n'a pas observé, mais on espère peut-être avec les prochains télescopes, comme Einstein Telescope, que je vais mentionner dans quelques slides, ça va nous permettre de mesurer, de voir qu'est-ce qui se passe dans le cœur de l'explosion. Parce que là, je vous montre ici, c'est la nébuleuse des crabes, donc l'explosion qui a eu lieu il y a quelques centaines d'années. On voit ici, avec la lumière, on voit les produits de l'explosion, mais on ne voit pas ce qui se passe dedans. Avec les ondes gravitationnelles, on pourra avoir accès au cœur de l'explosion de supernova. Et bien sûr, on peut aussi espérer avoir le tout premier instant de notre univers. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, je vais vous parler des sources dites astrophysiques, donc des sources qui sont entre guillemets autour de nous pour les astrophysiciens, quelques dizaines ou centaines de mégaparsecs. Mais on peut espérer avoir aussi les ondes gravitationnelles émises dans les tout premiers instants de notre univers, dans les sources dites cosmologiques. Même nos théories des formations des grandes structures, des galaxies par exemple, nous prédisent qu'il y a l'inflation, il y a une particule, l'inflaton, qui fait qu'il y ait des structures, des petites perturbations qui font après des structures que nous voyons autour de nous. Et donc ça, par exemple, va créer ces processus aussi des ondes gravitationnelles qu'on va pouvoir, j'espère, détecter. Et donc, juste quelques mots sur les détecteurs du futur. Donc, avec LIGO et LIGO aux États-Unis, donc Virgo en Italie, on continue à les améliorer. Là, actuellement, ils sont à l'arrêt, mais ils vont commencer leur prochaine campagne observationnelle dans quelques mois, donc là, en 2023. Mais on pense déjà à construire le prochain télescope, donc, qui s'appelle Einstein Telescope, qui aura une longueur de bras de 10 km et sera souterrain, comme ça, on aura moins de bruit. Notre projet, c'est le projet LISA, qui est un thermomètre dans l'espace. Là aussi, on fait partie avec IAP et plein d'autres labos en France de ces projets de l'ESA, l'Agence spatiale européenne, avec une contribution de la NASA. Là, vous voyez la Terre qui tourne autour du Soleil. Et notre prochain télescope LISA, en fait, il y a 3 satellites qui vont tourner comme ça autour du Soleil également. Et les lignes rouges que vous avez vues, ce ne sont pas vraiment des bras. Ce sont des faisceaux laser qui relient ces satellites. Avec les distances entre les satellites sont 2,5 millions de kilomètres.
Et donc, ça sera un interféromètre géant dans l'espace qui va observer aussi d'autres sources comme des trous noirs supermassifs. Et finalement, le réseau des pulsars, là, on va utiliser les pulsars. Donc, on a parlé des pulsars, donc les étoiles à neutrons qui émettent des pulses périodiques. On va utiliser les pulsars eux-mêmes autour de nous, autour de la Terre, pour mesurer le temps d'arrivée de leurs pulses, de leur impulsion, et donc mesurer les déformations de l'espace-temps. Je pense que mon temps est presque fini à moi. Donc, je veux juste revenir sur cette petit cours d'histoire qu'on a fait pour espérer qu'on verra le prochain chapitre. C'est sûr que ce n'est pas terminé. De Pythagore à Einstein, on a appris beaucoup, mais il y a quand même beaucoup de choses à apprendre. Et sur ça, je vous souhaite une très belle année 2023. Merci beaucoup Irina pour cette présentation. Alors, il y a plein de commentaires et puis des questions sur Internet, des gens qui te remercient pour la clarté de ta présentation. Je vais donner la parole à la salle s'il y a des questions. Je vais commencer par une question sur le chat qui était par exemple jusqu'à quelle distance peut-on mesurer la source des ondes gravitationnelles et comment ça se compare éventuellement avec les détections de lumière, de rayonnement électromagnétique? Ouais, donc pour l'instant, on ne voit pas très très loin. Avec la lumière, on voit, surtout avec le télescope James Webb qui était lancé il y a quelques mois, on voit extrêmement loin, vraiment dans vraiment les premiers, pas les premiers instants de l'univers, mais très 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 loin. Avec le rayonnement cosmique primordial, on voit vraiment les premières quelques centaines d'années après le Big Bang. Avec les ondes gravitationnelles, rien de tout ça. On voit jusqu'à quelques centaines de mégaparsecs, donc ça reste quand même dans l'univers relativement proche. C'est justement avec Einstein Télescope qu'on va pouvoir voir tout l'univers. Pour l'instant, c'est vraiment très très restreint, donc c'est juste notre environnement très très proche qu'on voit, avec relativement proche, je veux dire. Quand tu dis relativement proche, en ordre de grandeur, ça fait combien d'années-lumière à peu près, ces trous noirs binaires, etc. C'est à peu près quelle distance? Celui-là, c'est là qu'on a vu, j'ai oublié la distance que ça faisait. Mais par exemple, l'étoile à neutrons, les fusions d'étoiles à neutrons, c'était 40 mégaparsecs. Vous savez combien d'années-lumière là, tu as mis sur le... C'est quand même pas si proche que ça. Oui, c'est pas si proche que ça, oui, d'accord. Donc des milliards d'années-lumière. Ouais. D'accord. Merci Guillaume. Je vais essayer d'alterner un petit peu. Il y a d'autres questions, mais je vais passer là une question dans la salle. Bonjour, merci beaucoup pour cet exposé. Mais comment diable on a pu mesurer quelque chose quand on voit les variations de distance dont vous nous parlez? Oui, en fait, la technique, elle est plus, vous en avez doté, la technique, elle est beaucoup plus complexe que ce que je décris. En fait, il s'agit de l'interférométrie. Ce que je mesure, je ne vais pas pouvoir remonter, si quand même un petit peu. Voilà. En fait, comme j'ai dit, je lance le faisceau laser, il est divisé en deux. Donc, il traverse les deux bras, il est combiné ensuite. Donc, et en fait, quand je combine, je compare la phase de la lumière venue d'un bras avec la phase venue de l'autre bras. Et donc, comme ça, je peux mesurer les distances qui sont une fraction de la longueur d'onde de la lumière. Mais je suis d'accord avec vous, c'est très impressionnant. Je vous entends pas. Alors, une autre question sur le chat. Toutes ces questions-là pour la détection des ondes gravitationnelles, ce sont des objets quand même très massifs, très denses, beaucoup d'énergie, quand même assez distants. Est-ce que ça a du sens d'essayer de détecter les ondes gravitationnelles dans le tout petit? Et sinon, pourquoi? Non, voilà, sur Terre, en fait, les objets qu'on connaît sur Terre, ils ne vont pas émettre des ondes gravitationnelles détectables. En fait, on a besoin des objets très massifs qui se déplacent aux vitesses proches de la vitesse de la lumière et qui sont, comme j'ai dit, très compacts. Compact, ça veut dire que par rapport à leur masse, le rayon est très petit. Et compact, ça veut dire que pour le Soleil, même le Soleil, par exemple, les deux étoiles, elles émettent
un peu des ondes gravitationnelles, il faut que la masse du Soleil soit concentrée dans quelques kilomètres, comme par exemple pour l'étoile et le neutron ou un trou noir. Donc sur Terre, on ne peut pas arriver à ces densités-là, donc on ne peut pas les mesurer, et l'effet des ondes gravitationnelles sur nous aussi est quand même minimal. Donc on ne va pas sentir. Il y a pas des ondes gravitationnelles qui nous traversent à ces moments même, on ne le sent pas. C'est d'ailleurs une autre question qu'il y avait sur le chat, est-ce qu'on s'en rendrait compte s'il y en a une qui passe? Non, justement. Malheureusement, ça aurait été facile, je suis dans mon bureau, il y a ondes gravitationnelles, j'ai écrit mon article. C'est notamment pour ça que ça a pris 100 ans et qu'il a fallu construire des équipements aussi impressionnants. Oui. Alors d'autres questions, oui? Bonsoir, je vous remercie pour cette conférence très pédagogique. Je vous pose plein de questions, mais je vais en poser une ou deux. Je crois savoir que la théorie de la relativité générale prévoit que les ondes gravitationnelles se propagent à la vitesse de la lumière. Est-ce qu'on connaît leur fréquence? Est-ce que cette question a un sens déjà? Oui, donc la fréquence, effectivement, la théorie prédit pour chaque système, ça dépend du système. Donc pour chaque système, ça prédit la fréquence et ça dépend de la nature du système, des masses, etc. Donc il se trouve que pour les sources déjà détectées, la fréquence elle est très proche de la fréquence sonore, c'est quelques dizaines de hertz. C'est pour ça qu'on dit, il y a souvent, on transmet en fait ce signal en signal sonore et on le fait, et on peut écouter les ondes gravitationnelles parce qu'en fait, ce sont exactement les fréquences qu'on peut entendre. C'est juste quelque part en coïncidence. Donc les fusions des trous noirs de quelques dizaines de masses solaires produisent un signal en quelques dizaines de hertz. Mais ce n'est pas forcément le cas. Par exemple, si on prend les trous noirs hypermassifs, comme les trous noirs dans le centre de notre galaxie ou dans le centre d'autres galaxies, si ces trous noirs-là vont coalescer, ça va produire des fréquences de millihertz. Pour mesurer des fréquences de millihertz, notre interféromètre sur Terre ne va pas suffire, il faut des interféromètres beaucoup plus grands. Et c'est pour ça qu'on va lancer l'expérience LISA dans l'espace pour avoir une longueur des bras de quelques millions de kilomètres. Les signaux qui arrivent des tout premiers instants de l'univers cosmologique vont avoir une fréquence encore plus basse. Donc et par contre, les explosions des étoiles massives, les supernovas, vont avoir les fréquences plus hautes, quelques centaines ou quelques milliers de hertz. Donc ça s'étend sur tout le spectre. Et justement, si on mesure la fréquence et comment la fréquence change avec le temps, on peut déduire c'est quoi le système, quelles sont les masses. C'est exactement ça qu'on veut mesurer. Alors une autre question sur le chat à propos de l'énergie des ondes gravitationnelles. Est-ce qu'elles s'atténuent au cours de leur propagation? Et si oui, pourquoi elles s'atténuent? Comment elles s'atténuent? Puisque ces ondes n'interagissent pas ou très peu avec la matière. Oui, très bonne question. Elles s'atténuent elles s'atténuent, mais disons pas comme la lumière. Donc, ce qu'on mesure, elles s'atténuent déjà, je vais vous donner la réponse, elles s'atténuent comme 1 sur la distance, alors que pour la lumière, ça s'atténue comme 1 sur la distance carrée. Donc, on perd de l'énergie beaucoup plus rapidement. Donc, en principe, on pouvait voir plus loin avec les ondes gravitationnelles. La différence, c'est un peu technique, c'est qu'avec la lumière, on mesure le flou, on mesure directement l'énergie. Alors qu'avec les ondes gravitationnelles, on mesure l'amplitude, comme je vous ai dit. Donc l'amplitude au carré, ça fait de l'énergie, donc ça aurait atténué comme 1 sur distance au carré, mais là on mesure directement l'amplitude, ça s'atténue comme 1 sur la distance. Et pourquoi alors que ça s'atténue du tout, alors qu'il n'y a pas de perte d'énergie, effectivement? Simplement parce que comme tous les ondes, ça porte de l'énergie et ça se propage dans l'espace. Si je suis dans le centre d'une sphère et je suis la source des ondes gravitationnelles, cette énergie se propage dans toutes ces sphères. Et si je prends une petite partie de sphère qui est très très lointaine, du coup, je vais capter une plus petite partie de cette énergie que si j'étais plus proche de la source. C'est une sorte de dilution, quoi, en fait. Dilution, voilà, exactement. Mais c'est comme pour les ondes sonores ou les ondes lumineuses, sauf que dans ces cas-là, on mesure l'énergie, donc le flou, et non pas l'amplitude comme pour les ondes gravitationnelles. Merci. D'autres questions dans la salle? Allez, je vais là. Il y en a beaucoup.
Oui, c'est pour faire suite à ce qu'on vient de vous poser comme question. Les modes quasi-normaux nous apprennent quoi sur les trous noirs ou sur l'espace-temps? Les modes quasi-normaux. Les modes La quasi-normaux. relaxation des Oui. ondes gravitationnelles. Donc, les modes quasi-normaux, je veux juste revenir sur ça, ce sont est-ce que j'avais de... Voilà. Et donc ici, on a vu quelques phases de cette fusion. D'abord, les trous noirs sont très loin l'un de l'autre. Après, ils coalescent. Et après, il y a une phase qui s'appelle ring down en anglais, où le trou noir n'est pas complètement dans son état stable. Il est un peu déformé et il continue à émettre des ondes gravitationnelles. Donc ça s'appelle le signal qui est émis, qui s'appelle donc les modes quasi-normaux. En les détectant, on peut directement, disons, mesurer la masse de ce trou noir. Et ce qui est important ici, c'est que le théorie prédit à partir de deux masses initiales quelle sera la masse finale. Donc on peut, si on mesure juste cette partie du signal, on peut deviner quelle sera l'autre partie du signal. Mais si on mesure les deux, évidemment, on peut les comparer et contraindre notre théorie. Et ça reste assez difficile de mesurer précisément cette partie-là. Comme vous voyez ici, c'est même beaucoup plus faible que la phase dite spiralante. Pour l'instant, il n'y a pas de contraintes très, disons, contraignantes, mais quand même, ça confirme pour l'instant, toute l'info qu'on a confirme les prédictions d'Einstein, même si les scientifiques essaient de toutes leurs forces de trouver une faille dans la théorie. Mais effectivement, c'est une mesure extrêmement importante pour contraindre la théorie. Merci. Alors, une autre question sur le chat. Est-ce que, là, plus sur les résultats de ces fusions de trous noirs, d'étoiles à neutrons, est-ce qu'on est capable d'estimer, à partir de ce qu'on a observé là, le nombre de fusions de trous noirs, d'étoiles à neutrons qu'il y a, par exemple, par an, par siècle, par millénaire, je ne sais pas, dans la galaxie, dans l'univers observable? Et puis, est-ce que ces nombres, c'est bien ce à quoi on s'attendait, ou est-ce que là, c'est une surprise, on en voit plus ou moins que ce à quoi on s'attendait? Oui, encore une excellente question. Effectivement, on peut, déjà avec ces mesures, on a mesuré en fait, le taux de fusion dans notre univers dit proche, relativement proche, disons. Est-ce que c'est conforme à ce qu'on attendait? En fait, le taux de fusion des trous noirs est un petit peu plus élevé à ce qu'on pensait. Mais encore, il y a des barres d'erreur, donc une incertitude assez importante. Mais ça nous permet quand même de tester nos théories. Et ce qui est intéressant, c'est que les théories, pour l'instant, ils ont du mal à prédire à la fois combien de trous noirs coalescent et combien des étoiles à neutrons coalescent. Les théories, soit l'un trop grand, soit l'autre trop petit, ça reste quand même difficile pour nos théories. Et une autre question, c'est comment ça évolue au cours du temps? Est-ce qu'on connaît le taux de fusion plus loin dans l'univers, ou donc plus tôt dans le temps cosmique? Pour l'instant, c'est difficile de mesurer, mais on peut quand même faire effectivement les prédictions. Et on peut aussi en fait déjà prédire, et c'est un autre sujet à l'occurrence sur lequel je travaille, que la grande majorité des trous noirs et des étoiles à neutrons qui fusionnent, ils ne sont pas détectés, évidemment, mais ils créent quand même un signal. Ils créent quand même un signal non gravitationnel. Ils ne sont pas détectés parce qu'ils se trouvent trop loin. On ne peut pas les voir. Mais il y en a énormément. Et donc la somme de toutes les sources, de tous ces signaux, crée un bruit, dit, comme on dit, bruit stochastique, donc le bruit de notre détecteur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on pourra, j'espère, mesurer ce bruit. C'est très difficile, mais on travaille dessus dans le sein de la collaboration, parce qu'il faut séparer ces bruits astrophysiques des bruits des détecteurs. Ils sont très similaires. Mais en fait, on utilise plusieurs détecteurs, et s'il y a un bruit dans un détecteur, et disons un bruit très similaire dans notre détecteur, on dit peut-être ils sont liés, peut-être ça provient de ces sources très lointaines. Et ce que ça va nous apprendre, c'est justement combien des trous noirs et des étoiles à neutrons se fusionnent très loin. C'est quelque chose qu'on ne peut pas pour l'instant voir directement avec nos détecteurs. Mais pour revenir à la question, effectivement, c'est ça le cœur de notre travail, de comparer les théories qui disent combien de sources vont fusionner avec les prédictions. Et aussi, quelles sont les masses de ces trous noirs. Ça, c'est pour l'instant, les théories
sont pas top, c'est-à-dire ils ont du mal à prédire les observations. Déjà avec une centaine de sources et avec plusieurs centaines, on va avoir encore plus du mal, mais c'est là où on va trouver des choses intéressantes. C'est quand la théorie ne correspond pas aux observations qu'on trouve quelque chose d'intéressant sur l'univers. Est-ce qu'on a une vague estimation pour une galaxie comme la nôtre, par exemple, une fusion de trous noirs binaires? Il y en a tous les combien? Tous les millions, tous les milliards d'années? Non, c'est pas très souvent. Je vais pas te donner le... Pas très souvent. Non, mais on va pas. Non. Là, on va pas voir d'autres galaxies, non. D'accord. Dans une galaxie, non, mais... ouais. On n'a pas de chiffres pour l'instant. Eh ben, on continue à travailler. Alors, d'autres questions dans la salle ou commentaires? J'ai changé de côté. Voilà, ici. Oui, dans le cas des interactions électromagnétiques, on parle de photons, donc c'est quantifié. Est-ce que là, il y a besoin de cette notion, soit en théorie, soit peut-être plus tard en pratique également, de cette notion de quantification? Là, encore une question difficile. Ouais, là, on parlait de comment on peut faire une théorie quantique de la gravitation. Alors, moi, je ne sais pas faire. Et en fait, c'est encore une grande question ouverte sur laquelle il y a plein de collègues qui travaillent dessus. Effectivement, on s'attend à ce qu'il y ait un graviton qui porte donc l'interaction gravitationnelle comme un photon qui porte l'interaction électromagnétique. Mais pour l'instant, on ne peut pas trouver cette théorie. Mais un jour peut-être. Alors une autre question, la plus générale sur le chat, qui est peut-être un petit peu ambitieuse, surtout que je vais te demander de répondre rapidement. Est-ce que tu peux donner les grandes idées pour distinguer ce qu'on appelle la relativité restreinte de la relativité générale, qui sont deux grandes théories? Et donc tu as parlé de la relativité générale, tu as dit un peu ce que c'était. Est-ce que tu peux donner quelques éléments pour que les auditeurs sentent un petit peu la différence entre ces deux théories, de quoi ça parle? Donc la relativité restreinte ne parle pas du tout des mouvements des objets célestes, etc. Elle part d'un postulat en fait que la vitesse de la lumière est la même dans tous les référentiels. Qu'est-ce que c'est un référentiel? Bon, là, je vais entrer dans trop de détails, mais par exemple, si je me mets par là, je mesure la vitesse de la lumière, ça va me donner un truc. Mais si quelqu'un se met en mouvement dans un bus, la théorie newtonienne me dit que lui, il a un mouvement par rapport à moi, donc il va mesurer une autre vitesse. Mais en fait, dans la théorie de la relativité restreinte, non, la vitesse de la lumière reste la même pour tout le monde. Si je suis en mouvement, pas un mouvement, dans les référentiels spécifiques. Et à partir de là, il en découle plein des effets surprenants, mais en gros, c'est ça. Et une autre partie, c'est que aussi dans la réalité restreinte, le temps et l'espace sont liés. Et comme je vous ai dit, on ne peut pas toujours synchroniser toutes les horloges. La différence avec la relativité générale, c'est qu'avec la relativité générale, on ajoute toute cette dimension des courbures de l'espace. Dans la relativité restreinte, l'espace, il est plat. Il peut s'interagir avec le temps, mais il est plat, c'est-à-dire il est toujours carré, la grille elle est toujours la même. Dans la relativité générale, la grille elle-même peut changer. Bon, c'est peut-être à la fin, j'ai trouvé. Ok, merci. Je vais prendre juste 2 ou 3 questions pour finir dans la salle et sur le chat pour ne pas complètement t'épuiser sur cette soirée. Alors, une question ici. Bonsoir, merci pour la conférence. Juste par rapport au télescope Einstein, quelles sont les adaptations qu'il va falloir faire par rapport au miroir de silice et aux éléments qui permettent l'isolation de l'interféromètre? Donc pour le télescope Einstein, alors là je dois dire qu'il est encore vraiment en phase, même pas du tout de construction, on n'a pas encore choisi le site. Donc c'est vraiment très très préliminaire. Je n'ai pas mentionné les dates, du coup j'ai oublié. Mais le télescope Einstein télescope on espère qu'il va être mis en route dans les années 2030 peut-être. Ce n'est pas encore vraiment complètement financé. Et l'ESA est déjà en cours d'acceptation par ESA et il va être lancé dans les années 30 peut-être 35.
Donc pour l'Einstein télescope, déjà on va mettre le tout sous terre et comme ça on va diminuer le bruit sismique. Le bruit sismique, en fait, il limite notre sensibilité aux basses fréquences. Déjà, ça va aider. Pour les miroirs, concrètement, la composition des miroirs, je n'ai pas vraiment de détails. Il y a des progrès à faire sur le bruit du laser. Il y a du bruit quantique du laser. On va utiliser des méthodes, mais encore à développer, des méthodes quantiques de squeezing. Là, j'admets que je ne connais pas du tout les détails de ça, mais tout reste à faire pour Einstein télescope. Et du coup, on va avoir ça va être un truc triangulaire avec en fait 2 détecteurs. Un qui est plus sensible aux basses fréquences et l'autre plus sensible aux hautes fréquences. Comme ça, on va couvrir une gamme plus large des fréquences. Mais c'est vraiment un cours de construction. On n'a pas même choisi le site. Il y a 3 sites actuellement en compétition, en Allemagne, aux Pays-Bas et en Italie. Merci. Une autre question sur le chat. Est-ce que les détecteurs actuels permettent de localiser précisément l'endroit et l'époque de ces événements, de ces fusions de trous noirs binaires? Tu as parlé des masses, on arrive bien à mesurer les masses. Oui. Est-ce que l'endroit et puis à quel moment ça s'est produit, on arrive à le mesurer? Et si oui, comment? Oui, alors là je n'ai pas parlé de ça. Donc avec cette onde, déjà on mesure la distance, parce que comme on a discuté juste avant, l'amplitude diminue quand on monte sur la distance. Et en fait, si on mesure ces signaux-là, à partir de la forme de ces signaux, on mesure les masses, juste les formes, donc les fréquences, on mesure les masses. Et l'amplitude, si on connaît les masses, on peut mesurer la distance. Et comme vous savez, dans l'astrophysique, la distance équivaut au temps. Donc plus on est loin, plus on est loin dans la distance et loin dans le temps. Donc on peut mesurer où on se trouve dans le temps. Pour cela, il faut quand même utiliser un modèle cosmologique donc de structure de notre espace, qui d'ailleurs, lui aussi, est donné par la relativité générale. L'espace autour de nous, vous savez, les galaxies s'éloignent de nous. Et donc la distance, on peut connaître, pas très très précisément, mais quand même on peut les déduire. Pour la direction, ça c'est une question douloureuse parce qu'en fait la résolution de nos instruments non gravitationnels n'est pas terrible. Si on compare avec les instruments optiques ou électromagnétiques, c'est vraiment très 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 mauvais. Pour la plupart des événements, c'est des centaines de degrés dans le ciel. On ne peut vraiment pas identifier, disons, la source. C'est très très difficile d'identifier la source. La seule source qu'on a identifiée, c'était justement la fusion des étoiles à neutrons. Comme on a identifié aussi les sources lumineuses, on a pu identifier la galaxie. Et donc on a identifié exactement l'endroit où ça s'est produit. Mais pour les autres sources, on connaît très très mal la position. Et ça c'est difficile parce que si on veut espérer détecter le signal électromagnétique, il faut savoir où regarder. Parce que si on le rate, après, si on revient quelques mois après, peut-être qu'il n'y aurait rien du tout. Il faut décider très vite sur quelle direction regarder. Et si la direction est très très mal connue, ça c'est difficile. Donc on espère construire un réseau de télescopes. Là, pour l'instant, on a 2 télescopes LIGO aux États-Unis et un télescope donc Virgo en Italie. Ça permet quand même de faire juste une triangulation et donc localiser, tant bien que mal. Mais on va peut-être avoir prochainement un télescope Kagra au Japon, enfin un télescope, un détecteur en gravitationnel. Avec 4, ça sera déjà mieux. Et peut-être à terme, avec Einstein Telescope, il y a aussi un autre projet aux États-Unis, Cosmic Explorer. Donc il faut juste, en ajoutant de plus en plus de détecteurs, on peut espérer localiser nos sources de manière plus exacte. Merci. Reste-t-il des questions, des commentaires dans la salle? Alors il en reste un là, je vous propose de faire, il reste pas mal de commentaires aussi sur le chat, mais on ne va pas pouvoir tous les prendre. Il y a une question là-bas. Il y en avait une là-bas derrière? 2. Alors je propose 2 dernières questions dans la salle et puis on arrête sur le chat, désolé. Merci. Oui, je voulais savoir, est-ce que les découvertes des rayonnements Hawkins a
nourrit celle-ci, ou est-ce que les deux ont interagi d'une manière à collaborer d'une manière ou d'une autre? Donc le rayonnement de Hawking, c'est pas exactement ça. En fait, c'est vrai que il s'agit de trous noirs. Donc de ces points de vue-là, oui, la théorie d'Einstein, c'est la théorie qui prédit les trous noirs, donc la structure des horizons d'événements où s'est produit le rayonnement de Hawking. Donc de ces points de vue-là, oui, comme ces théories, disons, confirmées, on peut être un petit peu plus sûr de l'existence des rayonnements de Hawking, mais ce ne sont pas les ondes gravitationnelles. Donc oui, c'est lié quand même de façon indirecte. Bon, il y avait une question aussi là-dessus sur le chat, donc tu y as en partie répondu. Alors, on va prendre une toute dernière question. Oui, alors c'est une question de non-physicien, je précise. Alors en fait, pendant ta présentation, tu disais qu'avec les nouveaux moyens de mesure des ondes gravitationnelles, on pourrait mesurer toutes les ondes, de l'univers, si j'ai bien entendu. Et en fait, il y a quelque chose, mais si l'univers est infini, en principe, on ne pourrait pas mesurer toutes les ondes. Voilà. Oui, comme j'ai dit, la lumière et les ondes gravitationnelles voyagent tous les deux à la vitesse de la lumière. Et donc, le plus loin qu'on peut voir, c'est la distance que la lumière a mis ou les ondes gravitationnelles d'aller jusqu'à nous pendant l'âge de l'univers, qui est à 13,8 milliards d'années. Donc, quoi qu'il en soit, on ne verra pas plus loin que ça, avec les ondes gravitationnelles et les lumières. S'il se trouve que les ondes gravitationnelles peut-être voyagent à une vitesse différente, mais là, la vitesse est quand même très, très bien contrainte déjà, comme j'ai dit. Mais si la vitesse est légèrement différente, du coup, la distance sera aussi légèrement différente. Mais c'est contrainte par la vitesse de la lumière dans les deux cas. Voilà, merci. Bon, je vous propose d'arrêter là. Désolé pour toutes les questions qu'on n'a pas pu prendre, mais tu en as répondu à beaucoup. Donc on refera des conférences, notamment on en refait une, donc je vous rappelle, sur un complètement autre sujet, le 7 février. Donc si vous voulez venir pour y participer, vous pouvez vous inscrire à partir de demain. Donc merci encore Irina, bonne année et à bientôt.